Bonjour à tous, je ne suis pas Anaïs Singer, qui a changé de vie depuis l'époque donc, où elle a travaillé sur cette thématique. Et donc c'est au nom de toute l'équipe qui a travaillé et analysé donc, ces données que je vais vous présenter donc, ce sujet, qui concerne donc, globalement l'évolution des sols forestiers en 15 ans donc, de suivi. Alors je vais quand même vous parler un petit peu donc, des sols, puisque ces sols jouent un rôle très très important en termes de services écosystémiques. D'abord, c'est un support donc très important pour la production, par ses effets sur les différentes composantes de la fertilité, chimique, physique, biologique. Également, on l'a vu pour le carbone, un rôle très important en fait, dans la séquestration et dans la régulation en fait, des flux, non seulement du carbone, mais également de l'eau et des éléments minéraux. Et en plus, donc, c'est un réservoir très important pour la biodiversité. Alors, ces sols évoluent sous l'influence de toute une série donc, de facteurs qui sont donc extrêmement variés et qu'on maîtrise relativement peu. Il y a d'abord tout ce qui s'est passé dans un passé relativement donc, lointain et qu'on ne connaît pas, donc les antériorités, les antécédents culturels, le cas échéant, les coupes qui ont été faites parfois donc, depuis plusieurs dizaines d'années avant la création du réseau. Il y a le système lui-même, donc l'évolution des peuplements qui fait évoluer donc, les propriétés des sols. On va beaucoup parler dans ce qui suit des changements globaux, et en particulier donc, de l'augmentation des apports d'acide ou de leur diminution plus récente, et également donc, d'azote, et également, bien entendu, donc, les pratiques de gestion qui évoluent. Alors je vais vite passer tout ça parce que j'étais un petit peu trop optimiste concernant donc, le temps dont je disposais. Je vais vous dire quelques mots donc, sur l'acidification des sols, pour essayer de compléter un petit peu aussi ce qu'a déjà dit Laurent. Donc l'acidification, ça résulte d'un flux irréversible de protons, donc c'est la notion de découplage dont Laurent parlait. Et cette acidification, en fait, peut être liée à différents apports d'acide, soit dans le sol, soit par les apports atmosphériques. Alors on va considérer ici principalement donc, les apports atmosphériques, en distinguant différents types d'apports. Il y a d'abord donc, les apports d'acide sensu stricto, donc là vous voyez sur la diapositive un apport d'acide sous forme d'HNO3, et cet apport d'acide va acidifier le sol en déplaçant notamment donc, des cations basiques. Là, vous voyez sur le complexe d'échange, le calcium qui a été remplacé par des protons. Le calcium se retrouve en solution. Mais ces apports atmosphériques comprennent également donc, des sels d'origine marine, notamment. Donc, ici, j'ai pris l'exemple du KCl. Et là, l'effet sur l'acidification des sols est nul, parce que en fait, l'acidité qui se trouve sur le complexe d'échange va simplement être déplacée dans la solution. Et enfin, on a des cas intermédiaires, donc de composés potentiellement acidifiants, où là, le devenir, finalement, en termes d'acidification, dépend très fortement de la forme de l'azote et également des transformations de l'azote dans le sol. Donc, par exemple, dans une première étape, l'ammonium peut se fixer au niveau du sol, et puis, relativement plus tard, si les conditions donc, le permettent, se nitrifier et engendrer une acidification du sol. Alors, le sol peut réagir par rapport à cet apport d'acide, met en place un certain nombre de systèmes tampons. Donc, c'est ce que vous voyez là sur la courbe. Il n'y a pas une baisse automatique et directe donc, de pH. Cette évolution donc, finalement, est tamponnée par toute une série de réactions qui vont laisser des traces dans le sol. Et c'est ces traces, finalement, qui vont nous servir d'indicateurs et qu'on va analyser donc, plus en détail par après. Alors, je vais vous parler également donc, brièvement des apports d'azote. Donc, l'azote, ça peut être vu comme quelque chose de bénéfique puisque c'est important pour la productivité. Mais souvent, nos écosystèmes donc, sont saturés en azote. Et cet azote, maintenant, représente plus un problème qu'une solution, par ses effets donc, sur l'acidification, par ses effets également sur les déséquilibres nutritionnels et éventuellement par ses impacts négatifs sur le lessivage des nitrates. Alors, quels sont donc les grands objectifs de l'étude par rapport donc, à ces différentes questions? On a d'abord cherché à savoir si les propriétés du sol avaient changé durant 15 ans de suivi et quelles étaient ces propriétés, si les changements détectés étaient cohérents, si ces changements pouvaient être expliqués par l'évolution récente donc, des dépôts atmosphériques notamment, et puis essayer de voir dans une phase plus exploratoire quelles pourraient être les conséquences de ces changements sur la forêt future et les services écosystémiques. Alors pour ça, on bénéficie d'un outil magnifique qui est le réseau Renecofor. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des prélèvements puisque ça a déjà été fait donc, par Mathieu,
Mais donc, en 2 mots, on a cherché d'abord à maîtriser la variabilité donc spatiale, qui est fort importante pour les sols forestiers, à l'aide d'un échantillonnage par grappe. Et puis, on a également cherché à savoir comment les propriétés évoluaient donc avec la profondeur, puisqu'on soupçonne que l'évolution est plus importante en surface qu'en profondeur. Donc, c'est pour ça qu'on a réalisé un découpage par couche, avec les horizons organiques d'une part et les couches minérales de l'autre. Et on a réalisé donc 2 campagnes, une en 93-95 et puis une plus récemment, donc en 2007-2012, donc en moyenne 15 ans après la première, où là donc on a fait migrer ces fameuses grappes dans une direction donnée en réalisant donc le même type de prélèvement. Ces sols ont été analysés par un laboratoire accrédité, donc chaque fois le même laboratoire, donc le laboratoire de l'INRA à Arras, et on a analysé un certain nombre de paramètres pour traduire différentes évolutions des sols. Donc je dirais un pool plus lié à la matière organique, avec le carbone, l'azote, le phosphore, un indicateur de l'acidité, donc le pH, des indicateurs indirects aussi de l'acidité, donc les cations échangeables, et également donc pour les horizons de surface, les cations totaux. Alors à partir de ces paramètres, on a pu en calculer d'autres, donc la capacité d'échange cationique des sols, donc comme la somme des bases échangeables et de l'aluminium échangeable, et aussi un indicateur de la saturation donc des sols en bases échangeables, ce qu'on appelle donc le taux de saturation. On a pu alors calculer donc des stocks et évaluer donc ces changements de stock au cours du temps, après évidemment donc avoir vérifié que les analyses donnaient des résultats comparables d'une campagne à l'autre. C'est tout l'aspect donc de contrôle de qualité. Alors, ces changements ont d'abord été quantifiés donc, paramètre par paramètre, donc il y en a un certain nombre. Et comme on a beaucoup de données, en fait, la probabilité de mettre en évidence des changements est élevée. Et donc, simplement se baser sur la significativité des effets, ce n'est pas suffisant. Donc, c'est pour ça que vous verrez dans la suite un système de petites flèches. Donc, plus il y a de flèches, plus ça veut dire que l'effet est relevant d'un point de vue écologique. Et ces effets peuvent être à la hausse, donc les flèches bleues, ou à la baisse, les flèches rouges. On a également essayé donc de savoir comment globalement les sols évoluaient, donc en prenant en considération l'évolution de l'ensemble des propriétés. Et puis on a essayé de voir dans quelle mesure les évolutions pouvaient diverger en fonction du type de sol, et notamment des niveaux d'acidité. Donc c'est pour ça que dans les figures suivantes, vous verrez en fait des sols colorés en vert, ce sont les sols plus acides. En bleu, les sols faiblement acides, puisqu'on a exclu en fait, de l'analyse les sols carbonatés. Et les sols rouges, donc ce sont les sols intermédiaires. Alors, comme vous pouvez donc le constater dans les horizons donc, de surface, les changements sont relativement modérés. On a souligné tout à l'heure déjà l'augmentation du stock de carbone et surtout donc, une augmentation importante du rapport C sur N, qui est issu directement donc, des 2 effets précédents. Au niveau donc, des bases totales, il y a relativement donc, peu de changements. Si on s'intéresse maintenant aux couches minérales, et d'abord donc, aux éléments qui traduisent plutôt l'évolution du pôle organique, alors je ne vais pas revenir sur le carbone puisque ça a été présenté en long et en large par Mathieu il y a un moment. Je vais me concentrer en fait sur l'azote, où là vous pouvez voir en fait, que les évolutions sont très différentes en surface, donc dans la couche 0,10 cm, où là on constate une augmentation du stock d'azote. Et en revanche, dans les couches plus profondes, on constate un déstockage important de l'azote. Et ces évolutions, finalement, sont observées quel que soit le type de sol. Donc le sens des flèches va de la campagne 1 à la campagne 2. Et vous voyez, donc c'est chaque fois une augmentation pour les horizons de surface, quel que soit le type de sol, et une diminution pour les horizons profonds, de nouveau, quel que soit le type de sol. Alors le résultat mathématique de cette évolution relative du carbone et de l'azote, c'est une augmentation du rapport C sur N, dans tous les cas, que vous voyez également donc généralisé à l'ensemble des types de sols. Et en ce qui concerne le phosphore, là on n'a pas observé donc d'évolution significative. Le pH, lui, a baissé, mais de manière relativement faible et uniquement dans l'horizon de surface, mais là, exclusivement dans les sols les plus acides, donc les sols en vert que vous voyez donc sur les diapositives. Si on s'intéresse maintenant à la charge globale du sol, on constate en fait que la capacité d'échange de ces sols, donc la capacité à retenir des éléments, a augmenté dans les 2 horizons donc, de surface.
Alors de nouveau, donc c'est un effet général, donc qui s'observe quels que soient les types de sols. Alors on peut s'intéresser maintenant à savoir finalement qu'est-ce qui est à l'origine donc, de cette augmentation, donc qu'est-ce qui va compenser cette charge. C'est relativement peu le calcium, donc qui augmente assez peu et qui même dans certains cas diminue, donc pour les sols les plus acides en profondeur, ce qu'on voit ici. Pour le potassium et le magnésium, on a une augmentation donc importante du même ordre de grandeur dans les deux horizons donc de surface. Et là, de nouveau, augmentation constatée quel que soit donc le type de sol. Et enfin, si on s'intéresse donc à l'aluminium, qui traduit donc plus l'acidité, là, on constate également en moyenne donc une augmentation dans les deux couches, toujours les deux mêmes couches, mais avec des nuances importantes selon le type de sol, puisque cette augmentation est assez logiquement surtout observée dans les sols les plus acides, donc les sols qui sont en vert sur la figure que vous voyez. Donc le résultat des courses, c'est que finalement, globalement, le taux de saturation en base évolue relativement peu, un petit peu à la hausse dans l'horizon de surface et un tout petit peu à la baisse dans les horizons plus profonds. Maintenant, il nous reste 8 minutes pour expliquer les causes de ces changements. Donc, je vais passer rapidement ici sur ces figures qui montrent l'évolution globale des propriétés du sol. Donc, en rouge, vous avez les sols, la position des sols en campagne 1, et en noir, les positions des sols en campagne 2. Donc, vous voyez qu'il y a une migration importante des sols dans deux directions. Ici, dans l'horizon 0,10 cm, essentiellement une augmentation donc, des teneurs en carbone et secondairement une augmentation donc, de l'acidité. Je ne vais pas passer donc, sur les couches sous-jacentes, puisque l'évolution est moins marquée, et je vais passer donc, directement à une tentative d'interprétation. Alors, au niveau des couches 0,10 cm, en fait, il semble que la dynamique du carbone soit vraiment le principal driver donc, des changements. Alors d'abord, dans ces couches organiques, en fait, les échangeurs sont essentiellement constitués de matière organique. Donc c'est ce qui est représenté en brun ici, par opposition donc, aux constituants minéraux. Le fait de rajouter du carbone organique va évidemment donc, augmenter le CEC. Et d'autre part, ce carbone organique va également donc, avoir un impact sur l'acidité du sol, donc, ce qui serait à l'origine de la diminution du pH qu'on a observé. La diminution du pH peut aussi relâcher donc, des ions aluminium par solubilisation donc, de phases solides. Et on s'intéresse et on a vu donc, préalablement que cette augmentation donc, de la charge était compensée principalement par du potassium, du magnésium et de l'aluminium et relativement peu par du calcium. Donc globalement, le résultat, c'est que le taux de saturation par rapport à ce qu'on observait en première campagne va augmenter, mais très légèrement, puisque à la fois le potassium et le magnésium augmentent, mais également l'aluminium. En ce qui concerne maintenant le déstockage de l'azote, on a été surpris en fait de constater un déstockage si important, et les causes ne sont pas encore absolument claires. Donc on a d'abord examiné donc, si elles pouvaient être liées à l'évolution des apports et des sorties, en comparant donc ces apports et ces sorties sur deux périodes de référence, la période 74-94 d'une part et 89-2009 de l'autre. Là, en fait, comme on vient de le souligner, donc les apports en azote ont diminué donc d'une certaine quantité. L'immobilisation a pu augmenter puisque, comme on l'a vu, donc, les effets d'azote l'apport d'azote peut avoir un effet fertilisant donc, sur la forêt. Donc, on a comptabilisé une immobilisation plus importante d'azote dans la biomasse. Par contre, on n'a trouvé aucun indice d'une augmentation du transfert d'azote en solution. Alors peut-être que les mesures ne sont pas nécessairement appropriées, mais en tout cas, donc, on n'a pas pu le démontrer. Et donc, en l'état, ce bilan ne permet pas d'expliquer donc, ce déstockage important, d'où l'hypothèse qu'on a émise hier soir en mangeant avec Jean-Luc, peut-être le développement de la végétation dans les placettes rhénécophores, on pourra y revenir. Alors, au niveau donc, de l'CEC, donc, on a vu qu'elle augmentait en surface suite à l'augmentation du carbone. Dans la couche 10-20 cm, cette augmentation ne peut pas être liée à l'augmentation des teneurs en carbone puisqu'on n'en a pas détecté. Et ce qu'on pense, c'est qu'elle est liée simplement au fait que les cations, potassium, calcium, magnésium et aluminium, ont pu déplacer
une partie donc, des ions échangeables qui ne sont pas comptabilisés dans les analyses. Donc c'est ce que j'essaie de montrer ici par cette petite figure. Donc ce qu'on a comptabilisé, c'est tout ce qui est en rouge et en bleu, pas ce qui est en jaune. Et entre les deux campagnes, en fait, davantage de potassium, de calcium, de magnésium et d'aluminium ont pu occuper ces sites occupés par les cations qui n'ont pas été comptabilisés. Parmi ces cations, il y a probablement donc, de l'ammonium, qui a donc peut-être pu migrer et contribuer au déstockage d'azote dont on a parlé. Alors, en résumé et en conclusion, donc, on a pu observer des changements donc, importants de pas mal de paramètres physico-chimiques, et tout ça de manière fort cohérente. Alors, la nature de ces changements sont fort différents selon la couche considérée. Donc, en couche 0,10 cm, changement essentiellement lié à l'augmentation des stocks de carbone. En 10-40 cm, principalement lié au déstockage de l'azote à quantité de carbone constant. Alors, les liens avec les évolutions récentes des dépôts atmosphériques sont relativement complexes. En ce qui concerne l'acidification, on a vu qu'on observait une diminution donc, du pH, mais qui était peu reliée en tout cas à la diminution des apports acides, en tout cas contradictoire, mais qui pouvait peut-être davantage s'expliquer par l'augmentation donc, des stocks de carbone. Et si on considère différents indicateurs, on voit en fait qu'on a des réponses parfois différentes. Donc une diminution du pH, par contre, une augmentation des bases échangeables, une augmentation de l'aluminium échangeable, mais globalement une augmentation très légère du taux de saturation en base. Pour le déstockage de l'azote, donc là c'est encore le point d'interrogation puisqu'on n'a pas de piste très fine. Et donc parmi les pistes à explorer, c'est, je pense, la suite logique avec l'exposé suivant, c'est une approche de modélisation qui pourra certainement aider à clarifier donc, les processus. Alors, que dire en ce qui concerne mon point de vue sur René Coffort? Bon, tout d'abord, c'est un plaisir pour moi de faire cette présentation parce que René Coffort, ça a été ma première expérience professionnelle, donc après le postdoc. Donc, j'ai passé une année à Fontainebleau, donc c'était vraiment une année intéressante où j'ai pu analyser justement les résultats de la première campagne de sol. Alors, René Coffort, vous l'avez compris, ce sont des très nombreux points forts, comme René Coffort, grâce à l'aide de tous, donc les forestiers en particulier, mais pour les analyses chimiques, il y a également toutes les étapes ultérieures, donc le contrôle des données, les analyses donc, de ces données. Grâce à la puissance de ce jeu de données, on est en mesure donc, de détecter des changements, de confronter aussi ces changements par rapport à d'autres variables réponses, de voir s'ils vont dans le même sens ou dans des sens contraires. Donc ça peut faire évoluer notre point de vue. L'intérêt également, c'est qu'on peut intégrer ces processus dans la compréhension des résultats et des changements, que René Coffort n'est pas isolé, mais intégré dans un ensemble de réseaux, non seulement en France, mais à l'échelle internationale, donc ce qui permet de contextualiser les résultats et aussi, dans une certaine mesure, de les généraliser. Alors, il y a toute une série, évidemment, donc, de pistes d'évolution possibles, en lien notamment avec les âges dont on constate que c'est quelque chose de très important. Il semble important, en tout cas, de pouvoir diversifier donc, les écosystèmes, notamment en termes d'âge. On a vu également que c'était déjà le cas, mais il y avait des techniques innovantes, télédétection par exemple, qui étaient mises en place pour mesurer un certain nombre de paramètres. Puis on peut imaginer, effectivement, qu'il sera utile de mesurer d'autres paramètres à l'avenir. Voilà, je vous remercie pour votre attention.